Madame la ministre, bonjour. Messieurs les présidents, bonjour. Bon, je vais vous faire un aveu. Je ne vous cacherai pas que lorsque Michel Cabirol de la Tribune m'a proposé d'animer ce panel, j'ai longuement hésité. Vraiment. C'est vrai? À cause de moi? J'ai longuement hésité pour une raison que vous imaginez, c'est qu'on a avec nous la marraine d'Ariane 6 et les deux meilleurs avocats du projet. Alors, soit on plie le panel en 5 minutes, parce que tout va bien, soit on essaye de passer un bon moment ensemble. Surtout qu'il y a des sujets concurrentiels pour Ariane 6 qui peuvent être intéressants. Vous voulez nous rappeler, sans... On ne va pas remonter, refaire l'histoire d'Ariane 6, mais vous voulez nous rappeler un petit peu combien ça a été difficile de faire émerger ce projet? Oui, ça n'a pas été un chemin semé de roses, comme on dit, et c'est pas terminé. On va mettre un peu d'ambiance, puisque je pense qu'on converge tous les trois, donc on va essayer de trouver les petits points d'accroche pour mettre un peu de punch quand même à cette table ronde. Donc quand je suis arrivé en 2012, en fait, Elon Musk en Californie commençait à s'intéresser de près à l'espace et commençait à lancer des fusées qui ne retombaient pas forcément mal ou amochées. Donc on voyait bien qu'il se passait des choses du côté de la Californie. Et il allait avoir la conférence interministérielle de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, à Naples en décembre. Je suis arrivé en mai et on m'a dit il y a un sujet, c'est le lanceur Ariane 5. Donc j'ai regardé tout de suite il n'y avait pas de dossier. Donc j'ai regardé tout de suite le sujet, voilà, et j'ai vu que en 2008, je crois, le Premier ministre d'alors s'était prononcé en faveur d'un Ariane 6, mais depuis, il n'y avait pas eu beaucoup de dossiers ou d'échanges ou d'accords. En gros, les industriels n'étaient pas très chauds pour Ariane 6, c'était plutôt sur un Ariane 5 ME, c'est-à-dire une version intermédiaire, une évolution d'Ariane 5. L'agence nationale, le CNES, avait imaginé une configuration d'Ariane 6 qui visiblement ne plaisait pas aux industriels. Et comme toujours, quand il y a des désaccords, les personnes se parlent plus ou moins. Et disons que l'ambiance n'était pas au grand rassemblement et à l'unanimité au sein de l'équipe France. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'était quand même un peu compliqué. Et je me disais, comment va-t-on faire pour convaincre les États membres d'une solution? D'abord, quelle est la bonne solution? Et comment va-t-on convaincre les autres États membres si déjà on n'y va pas grouper? Moi, j'ai une expérience, j'ai travaillé 6 ans dans une start-up, j'ai mené des projets locaux d'innovation, et je sais que le nerf de la guerre, c'est quand même d'arriver groupé pour convaincre, récupérer des fonds et puis avoir une chance d'aboutir. Moi, j'étais très pour avoir justement travaillé dans une start-up et dans un pôle d'innovation sur les micro-nanotechnologies. Je me dis que c'est les Californiens et si en particulier les gens de Google, etc., ou d'Amazon commençaient à s'intéresser, ou quelqu'un qui venait de cette nouvelle économie comme Elon Musk commençait à s'intéresser au spatial, c'est d'abord qu'il y avait de l'argent à se faire, parce que certes, ils ont des idéaux, mais enfin, quand même, c'est d'abord pour gagner de l'argent. Donc, qu'il y avait un problème, qu'il y avait une question liée à la data, aux données, et que donc c'était un enjeu économique important. Et dans une Europe où quand même on court derrière les opportunités d'emploi, c'était peut-être pas inintéressant de s'y intéresser. Deuxièmement, que ça allait amener une culture nouvelle. Et troisièmement, qu'il était quand même urgent dans un domaine où la France était leader, d'assurer le socle. Et le socle, si on veut valoriser les données, ensuite créer des emplois, le socle, c'est le lanceur. C'est le lanceur et c'est Kourou. Et donc, il y avait une urgence à y arriver. Alors, on a eu une opportunité quand même, faut le dire. C'est que à ce moment-là, est arrivé à la tête d'Ariane Espace Stéphane Israël, qui était donc un nouvel arrivant comme moi, si je puis dire, même si on avait tous les deux un peu des idées, mais malgré tout, on faisait pas partie du sérail. Et du coup, on a mandaté, enfin, tu vois, on a été une étude de marché, mais il en parlera. Et on a eu un regard, peut-être, on a eu ce regard qui n'était pas le regard de l'intérieur, qui était un regard avec un peu plus de recul. Et on a mis tout le monde autour de la table. Et ensuite, ça s'est finalement pas si mal passé. C'est-à-dire qu'on y est allé par étapes. La conférence de Naples, elle a quand même été suspendue
pendant un jour et demi pour qu'on puisse arriver à un accord avec les Allemands, parce que quand on n'arrive pas très groupé, c'est plus compliqué de convaincre les Allemands. La configuration tout poudre qui avait été imaginée par l'agence ne convenait pas aux Allemands. Donc on a eu une discussion un peu serrée. Puis les Allemands, ils avaient le logiciel, ils déroulaient le logiciel. On avait dit Ariane 5ME, donc c'était compliqué pour eux de changer en aussi peu de temps. Et on y est arrivé quand même à faire inscrire la perspective d'Ariane 6 et une clause de revoyure 2 ans après 2 ans de travail, pour voir si on s'engageait ou non vers un lanceur nouveau. Parce qu'il fallait un lanceur moins cher, il fallait diminuer les coûts, avoir une production plus intégrée, alors même que la clause de retour géographique de l'ESA rend les choses compliquées, puisque celui qui investit a le retour industriel à la hauteur de son investissement. Donc au lieu d'avoir, comme à SpaceX, un lieu d'intégration, de conception d'intégration, c'est beaucoup plus disséminé. Donc c'est plus compliqué d'être rentable. Et puis il fallait avoir un lanceur plus modulaire. Alors après, la décision d'après, ça a été de mettre en place, à l'image du CORAC, de mettre en place un CoSpace français, déjà pour être bien d'accord, et où on a mis non seulement l'agence, non seulement l'opérateur Arianespace, non seulement les grands industriels, mais aussi des industriels comme Sodern, donc des ETI, entreprises de taille intermédiaire, mais aussi les clients. Eutelsat. Moi, mon expérience personnelle m'a montré que c'était quand même très intéressant toujours de partir du besoin des utilisateurs. Puis faire de la politique, ça apprend à faire un peu attention aux électeurs, donc à la base. Et c'est jamais inutile non plus. C'est une autre sorte de marché, hein, en fait. Et donc on a fait ce CoSpace où d'abord on a discuté poliment. Et puis on était tellement polis qu'on se disait pas vraiment tout. Et après, on a fait des groupes de travail. Et finalement, je crois qu'on est arrivé à construire des choses intéressantes. Bon, je dis sous forme un peu badine, mais c'était un enjeu. Enfin, moi, il m'est toujours apparu que c'est un enjeu extrêmement important. Bonjour Edwige, Madame la Ministre. Parce que c'est surtout pour la France en Europe. D'abord, c'est un secteur d'excellence, un secteur dans lequel on est leader. Encore une fois, il y en a pas tant avec la microélectronique, l'avionique. Un peu l'automobile, mais est-ce qu'on est encore vraiment leader? Enfin bref, il n'y a pas beaucoup de secteurs dans lesquels on est encore leader. Et puis, c'est un secteur dual. Et c'était plus important pour nous que pour l'Allemagne, qui, pour les raisons qu'on connaît, est moins à l'aise dans les filières duales. Donc, c'était extrêmement important. Moi, je voulais pas être celle qui allait enterrer la filière, quoi, en gros, hein, ou qui allait assister à l'enterrement de la filière, même si les choses seraient pas effondrées, mais ça se serait quand même éteint petit à petit, et c'est toujours compliqué quand on a perdu une souveraineté de la reconquérir ensuite. Et il y a une chose à laquelle j'aimerais qu'on arrive, après je m'arrête, c'est la préférence européenne. Je crois qu'on y arrive. On a beaucoup de mal en Europe parce qu'on a une DG compétition, enfin concurrence. Excuse-moi, hein, Edwige, qui est une grande experte européenne, mais je pense que tu convergeras là-dessus, qui est pas souvent d'accord avec la DG entreprise auparavant et la DG grosse maintenant, parce que qui considère bien trop souvent que la compétition est infra-européenne. La compétition, elle est à l'extérieur de l'Europe, elle est pas dans l'Europe. Donc, il est temps qu'on puisse dire oui, que sur des secteurs de souveraineté, sur des secteurs stratégiques, on construit des gros champions, et que c'est pas un problème si on a des monopoles dans tel ou tel secteur, si c'est un secteur de souveraineté, et que c'est bien aussi de défendre des projets qui soient des projets de souveraineté européenne, bien entendu en s'inscrivant dans une compétition mondiale. Les États-Unis n'ont pas ce genre de coquetterie, hein. SpaceX est aidé massivement par des fonds publics. Il est aidé par Google, 1 milliard d'euros quand même pour construire le premier étage de son bâtiment, mais il est massivement aidé par la défense américaine, massivement aidé par le gouvernement fédéral et par les États. On peut aux États-Unis vendre le même lanceur 60 millions de dollars à l'export, 130 millions de dollars en marché domestique. Mais à l'origine, il y a un investissement privé de la part d'Elon Musk. Qui ne fonctionne que parce que il y a des lancements institutionnels qui sont assurés. Et des promesses de lancement institutionnel. Bien sûr, et une habilitation de l'armée. Non, mais c'est essentiel.
C'est essentiel. Ariane 6, ça marchera, on arrivera à diminuer les coûts, on arrivera à avoir un modèle économique compétitif si on a un engagement minimal des pays européens et si un pays européen va pas s'amuser pour un satellite de la défense d'un pays limitrophe de la France d'aller lancer avec un lanceur américain. Comme ça, c'est produit une fois. Donc il y a un certain patriotisme européen qu'il faut revendiquer quand c'est un secteur de souveraineté, comme le font tous les pays du monde. Vous croyez que la Chine va s'amuser à lancer... non, la Chine, les pays émergents, les États-Unis... pour la base, encore une fois, hein, pour les lanceurs, pour leur base de lancement, ils investissent dans leur pays parce que, encore une fois, quand on perd la base, vous perdez pas seulement le lanceur, vous perdez l'agenda des lancements, vous perdez l'avance technologique, vous perdez le lien entre le segment sol et puis l'espace. Vous perdez en réalité, quand vous perdez l'amont d'une chaîne, et ça c'est une erreur que l'Europe a commise très longtemps. En disant finalement la Chine sera le plus grand atelier du monde, nous on va faire les services, le côté noble, la R&D, et puis l'industrie ça va se faire ailleurs à l'autre bout du monde, là les coûts salariaux sont plus bas. Mais si vous perdez les bêta-testeurs que sont les industriels, vous perdrez les services, vous perdrez la R&D. Donc c'est bien un système intégré qu'il faut protéger. J'ai bien entendu tout à l'heure, vous avez dit j'ai identifié le risque de voir la filière spatiale s'éteindre. Bah oui, parce qu'encore une fois, si vous n'avez plus le lanceur, si la station de Kourou n'est plus utilisée, si vous ne maîtrisez plus l'amont, vous ne maîtrisez plus l'agenda, et vous êtes dépendant de technologies qui sont pas des technologies que vous maîtrisez en Europe. Et dans ce cas-là, on perd énormément en compétitivité et en souveraineté, en capacité d'avoir sa propre défense. Et il me semble important que l'Europe, qui a des enjeux politiques qui sont différents de ceux de l'Asie, de ceux des États-Unis, en plus avec le président américain tel qu'il se présente actuellement, il me paraît essentiel que l'Europe, effectivement, conserve sa souveraineté. Bon, je m'excuse, je m'exprime pas de façon très nuancée, mais on est là pour ça aussi. On est là pour ça. Voilà, puis je suis plus ministre, donc je peux y aller. J'ai pas parlé de tous les emplois des services, toutes les applications, etc., hein, qu'on maîtrisera d'autant mieux qu'on maîtrise l'amont. Monsieur Charmeau, vous avez été confronté, vous gérez la restructuration et la réorganisation de la filière industrielle spatiale en Europe. Il y a encore des doublons, ou pas? Il y a toujours des choses à améliorer, mais on a quand même fait énormément de choses. J'ai relevé quelques dates dans la foulée de la décision qui a été rappelée par Mme Fioraso en décembre 2014, hein, décision de lancer le programme Ariane 6. Dès le mois de janvier 2015, Airbus et Safran décidaient de créer la société qui s'est appelée Ariane, qui s'appelle maintenant Ariane Group et qui s'appelait Airbus Safran Launchers. Donc janvier 2015. En août 2015, le contrat Ariane 6 est notifié à cette société. En décembre 2015, l'organisation industrielle d'Ariane 6 européenne est qualifiée et validée par les États et l'Agence spatiale européenne. Ensuite, en juillet 2016, Airbus Safran Launchers prend sa dimension définitive avec 9000 personnes, un groupe de sociétés, une douzaine de sociétés, en France, en Allemagne, 9000 personnes qui changent de statut, qui changent de contrat de travail, en fait, pour créer cette nouvelle société. En septembre 2016, juste après, le concept Ariane 6, suite à toutes les premières études, est définitivement validé par l'Agence spatiale et par les États. Et en novembre 2016, le contrat Ariane 6 est définitivement confirmé et notifié par l'Agence spatiale européenne à son terme. En parallèle, et après une petite année quand même de discussion avec la DG Concurrence européenne, nous pouvons racheter les parts du CNES d'Ariane Espace. Et Ariane Espace rejoint donc la société Airbus Safran Launchers pour créer ce qui a été annoncé cette semaine, Ariane Group, qui est donc maintenant la société de tête, leader des programmes Ariane 5, Ariane 6 et des activités de défense pour la France, bien évidemment. Et on a fait tout ça tout en continuant d'améliorer Ariane 5. Record du nombre de lancements consécutifs, 79 lancements consécutifs en attendant celui de la fin du mois. Record de charge utile puisqu'on a augmenté de près de 20% la capacité d'emport d'Ariane 5 sur la dernière décennie. Donc on a quand même fait déjà énormément de choses dans un temps relativement bref
On pense toujours que les autres vont très vite. Quand on regarde, ça fait 15-20 ans que les nouveaux Américains sont quand même dans le spatial. Bon, en 2 ans et demi, on a quand même fait énormément de choses. Pour revenir sur l'organisation industrielle, donc évidemment, la France, l'Allemagne ont mis en commun leurs actifs en matière d'accès à l'espace. Nous avons ensuite travaillé avec toute la filière européenne des lanceurs pour restructurer cette filière européenne, la restructurer en créant des centres d'excellence. Nous avons essayé, alors on n'a rien inventé, c'est le modèle utilisé chez Airbus, nous avons essayé de spécialiser nos partenaires industriels européens dans un certain nombre de domaines d'excellence dans lesquels ils avaient investi, dans lesquels ils avaient un historique et dans lesquels parfois ils sont aussi les leaders mondiaux. Donc voilà ce que nous avons fait. Et nous avons maintenant une Ariane 6 organisée, structurée, un projet qui répond aux attentes des clients. Nous avons travaillé sur ce projet Ariane 6 avec les clients, nos clients bien sûr institutionnels, mais également les clients commerciaux qui sont les interlocuteurs naturels d'Ariane Espace. Stéphane Israël, lorsque vous êtes arrivé chez Ariane Espace, vous aviez Ariane 5, vous avez pris le dossier Ariane 6 et la concurrence de SpaceX. Oui, alors bon, enfin, je ne sais pas si c'est un grand intérêt, mais j'ai rejoint Ariane Espace en avril 2013 et effectivement, c'était le moment où la concurrence de SpaceX cessait d'être virtuelle, puisqu'en réalité, Ariane Espace avait perdu beaucoup de contrats de petits satellites en 2012, mais SpaceX n'a fait son premier lancement commercial vers l'orbite géostationnaire qu'en décembre 2013. Donc la réalité devenait peut-être plus tangible. Et nous avons pris une décision avec nos partenaires et les actionnaires de l'époque d'Ariane Espace, donc y compris le CNES, de réduire nos prix pour continuer d'accrocher des contrats. Et on a pu mesurer à quel point il y avait une réaction extrêmement forte du marché à un ajustement de nos prix. Alors ça montrait 2 choses. Ça montrait d'une part qu'il fallait être plus compétitif, et c'est aussi l'histoire d'Ariane 6, mais ça montrait aussi que le produit était bon et qu'il y avait une confiance des clients. Parce que quand vous avez un mauvais produit, vous pouvez réduire les prix, ça ne change rien. Là, il est clair que l'ajustement que nous avons fait sur les prix a payé. Ensuite, avec d'autres, et donc Geneviève Fioraso l'a rappelé, disons l'écosystème a dû se mettre d'accord sur une feuille de route. C'est pas évident de choisir un lanceur, donc moi je trouve normal qu'il y ait des débats. Et je pense qu'on a trouvé le meilleur équilibre possible. L'industrie a accepté d'accélérer et de considérer peut-être que ME ne serait pas tout à fait suffisant, notamment pour répondre aux besoins européens, parce que c'est vrai qu'ME étant beaucoup plus gros, c'était compliqué d'aller prendre des charges utiles européennes. Et puis du côté des agences, et je crois qu'il faut saluer le rôle clé qu'a joué Jean-Jacques Dordain, il y a eu l'acceptation finalement d'avoir une configuration qui avait été plutôt portée par l'industrie. Alain est trop modeste, mais enfin Airbus et Safran ont joué un rôle clé dans ce changement de configuration, et ensuite avec un dialogue avec le CNES, l'ESA, le DLR. Et je trouve qu'il y a eu une véritable union sacrée en décembre 2014 sur laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Moi, sur Ariane 6, puisque c'est le sujet, je dirais simplement qu'il faut être pragmatique. Ariane 6 apporte 3 choses indiscutables par rapport à Ariane 5. La première chose, c'est qu'elle sera moins chère. Les coûts d'Ariane 6, on ambitionne d'être environ 40% moins chers. Donc, pour un marché où la concurrence sur nos clients s'accroît, ça répond à la demande de nos clients d'avoir un produit moins cher. La deuxième chose, c'est qu'étant modulaire, elle sera adaptée aux besoins européens de façon beaucoup plus naturelle qu'Ariane 5. Vous savez, tous les efforts qu'on a fait pour qualifier Ariane 5ES à Galileo. Demain, ça sera beaucoup plus facile avec Ariane 62, en complémentarité avec Vega C, d'embrasser l'ensemble des besoins européens. Et dans un moment où la concurrence s'accroît, c'est quand même... J'allais dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre qu'il vaut mieux avoir une base marché chez soi
quand il y a plus de concurrents sur le marché ouvert. Et la troisième chose, la troisième bonne nouvelle, c'est qu'Ariane 6 est parfaitement adapté aux constellations, grâce non seulement à son moteur Vinci rallumable, qui permet d'aller sur 2 plans différents quand vous déployez des constellations, mais grâce aussi à quelque chose qui s'appelle l'APU, Auxiliary Power Unit, qui permet par petites poussées successives de déployer des grappes de satellites. Donc voilà, donc Ariane 6 a de façon incontestable ces 3 avantages. C'est incontestable, c'est un fait. Bon, alors ensuite, et Alain en parlera certainement, on n'a jamais dit que c'était la fin de l'histoire. Et au contraire, Ariane 6, ça veut dire innovation plus rapide, continue. Donc il y aura d'autres choses et d'autres évolutions qui seront sans doute nécessaires, mais engrangeons d'abord cela, réussissons cela, puisque maintenant c'est ça la priorité, c'est il faut le 16 juillet 2020 réussir le premier tir d'Ariane 6 au bon coût, au bon prix et dans les délais. Et puis, continuons de travailler sur la suite, puisque c'est vrai qu'on a aussi souffert peut-être dans le passé de pas assez, finalement, non seulement avoir le plan A, mais la suite du plan A. Là, et je trouve ça assez remarquable, les Européens se sont mis d'accord sur Ariane 6 et les Européens se sont mis d'accord déjà sur un nouveau moteur, Prometheus, qui sera une brique technologique à suivre. Donc voilà, on est tous d'accord et maintenant il faut foncer. La date de travail du premier tir d'Ariane 6, c'est le 7 juillet, c'est ça, 2020 16, on a 2 jours après le 14 juillet. Très bien. Et pas 7 jours avant, mais... Enfin, je sais pas, il faut demander, c'est plutôt l'industrie qui l'a fixé, mais donc il faut demander à Alain Charmeau pourquoi cette date a été retenue, mais c'est Patrick Bonguet a dit c'est le 16 juillet, on ne connaît pas l'heure encore, mais le jour est fixé. D'accord. Ça... 2020. Une précision à laquelle, ce que je vous propose, c'est si vous voulez, on va pas attendre la fin de notre réunion pour poser les questions, mais si l'un d'entre vous, l'une d'entre vous veut poser une question, vous levez la main et vous aurez le micro. D'accord ? C'est la concurrence. Bon. Une précision sur les coûts et les prix. Vous serez, Ariane 6 sera moins cher de l'ordre de 40% en termes de coût de production par rapport à la filière Ariane 5, c'est bien ça. Et en termes de prix. Alors pourquoi dire aujourd'hui, par rapport à un lancement Ariane 5, vous allez proposer, est-ce que vous allez pouvoir vous aligner face éventuellement à une Falcon 9, voire à un autre lanceur? Alors je vais dire une première chose, mais Stéphane complétera. Moi je voudrais dire qu'on est moins cher et qu'on sera moins cher que Falcon 9. Quand Falcon 9 lance un GPS à environ 100 millions de dollars, c'est faux? Enfin, je l'ai lu dans le journal, alors ça doit être vrai. Donc quand Falcon 9 lance un GPS à environ 100 millions de dollars, nous envisageons, avec une Ariane 62, de lancer 2 Galileo pour moins de 100 millions de dollars. Donc nous serons compétitifs. Nous allons être compétitifs. C'est quelque chose qui est quand même important de souligner. Il n'y a pas un prix sur le marché. Et on va être de moins en moins avec effectivement un seul prix sur le marché, puisqu'on a une diversification extraordinaire des satellites. C'est pour ça que nous insistons sur ce qu'on appelle la versatilité d'Ariane 6, avec 2 versions, Ariane 62 et Ariane 64, et qui permettront de répondre à des très grosses charges utiles, par exemple d'exploration scientifique interplanétaire, ou à des lancements de plusieurs dizaines, pour pas dire centaines, de petits satellites en orbite grâce au dispositif APU que Stéphane a rappelé tout à l'heure. Donc le prix, évidemment, ne sera pas le même entre envoyer 20 tonnes en orbite basse ou une mission extraplanétaire ou envoyer des constellations de petits satellites sur des orbites complètement différentes. Les prix sont adaptés. On aura du lancement double, on aura du lancement triple, on aura du lancement quadruple, etc., etc. On est en train de développer des dispenseurs qui vont permettre, avec Ariane 6, 62 ou 64, de déployer toute une gamme de satellites. Donc le prix dépendra effectivement des missions, le prix dépendra des accords que nous trouverons avec les clients,
Mais je tiens à répéter effectivement que nous sommes prêts à vendre aux institutionnels européens bien moins cher que ce que certains Américains vendent au gouvernement américain. Enfin non, je pense que par rapport à ce qu'a dit Alain, il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est peut-être de dire aussi dans le prix, il y a le taux de change, il faut le reconnaître. Et vous savez qu'on est sur un marché dollar et nous serons attentifs aux évolutions du taux de change. Il faut reconnaître que nous avons depuis 3 ans bénéficié d'un change favorable et que évidemment il faut souhaiter que le dollar ne reparte pas à la baisse parce que pour nous, c'est un désavantage compétitif très important. Et puis, ça dépendra aussi de l'évolution de la concurrence. Mais il est certain que Ariane 6 sera sensiblement moins cher qu'Ariane 5 dans ses coûts de production. Et donc, cela aura une conséquence dans ses prix. La semaine dernière, les Indiens ont lancé le GSLV Mark III, qui emporte jusqu'à 4 tonnes en orbite GTO. C'est un futur concurrent très sérieux pour Arianespace. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est en plus un de vos clients. Non, mais je pense d'abord que c'est une bonne nouvelle parce que c'est bien que d'autres nations montrent toute leur excellence. Et l'Inde est quand même une nation avec laquelle nous travaillons depuis longtemps. Et il faut saluer cette réussite et la réussite du programme spatial indien. Et puis c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas qu'un concurrent situé en Californie. Moi j'en ai un peu assez qu'on nous rebatte les oreilles toujours avec le même concurrent. J'ai beaucoup de respect pour ce concurrent, mais ça rappelle à tout le monde qu'il y a aussi l'Inde, il y a aussi les Chinois. Les Chinois viennent de décrocher un contrat en Indonésie. C'est un peu passé sous le radar, mais je peux vous dire que nous, c'est pas passé sous notre radar parce qu'ils ont vendu clé en main un satellite et un lanceur à un opérateur qui avait pignon sur rue, en dépit de la législation ITAR. Il y a des ambitions japonaises, il y a d'autres personnes assez fortunées, assez capables aux États-Unis qui ont d'autres projets. Donc on va dans un monde où il y aura de plus en plus de lanceurs. Et je considère que c'est malgré tout une bonne nouvelle parce que ça serait quand même paradoxal, alors que le monde entier, public et privé, veut faire des lanceurs, que les Européens ne veuillent pas en faire. Donc si les autres veulent en faire, je considère et je conseille qu'on en fasse nous aussi et qu'on mette le paquet. Et puis, en regard de ça, la demande va évoluer et si les constellations prospèrent, il y aura aussi beaucoup de lancements à faire. Voilà, donc dans ce monde où il y aura de plus en plus de lanceurs, on en revient toujours à la même équation, on doit être plus compétitif, on doit avoir une base européenne constituée et on espère que les constellations vont permettre d'avoir une zone de chalandise un peu plus importante. Juste un point sur lequel j'ai pas insisté, mais il y avait un changement culturel à opérer aussi. C'était un secteur très régalien en fait, très très institutionnel. Le spatial, il y a toujours l'aspect régalien, filière duale et l'aspect de souveraineté, mais le temps où une agence nationale écrivait dans le détail le cahier des charges, rédigeait les spécifications et où les industriels étaient les exécutants, ce temps-là a évolué et révolu. Je veux dire, on n'est plus dans les 30 glorieuses ou dans les années gaulliennes où ça se passait de cette façon. Et quelque part, il a fallu intégrer ce changement culturel. C'est aussi pour ça que c'était un peu coincé quand je suis arrivée, parce qu'il a fallu admettre que si on demandait aux industriels de prendre plus de risques, il fallait aussi qu'ils prennent davantage d'initiatives. Donc d'une certaine manière, les missions se sont repartagées de façon différente dans un partenariat public-privé qui est différent et qui est, je dirais, plus équilibré d'une certaine manière et surtout plus adapté au monde tel qu'il est et aux ressources que peut avoir un pays comme la France. Et c'est pareil pour toute l'Europe. Et le fait qu'on dise le lanceur, c'est très important, c'est la base, ça n'empêche pas qu'il y a une évolution. Enfin là, Alain le dirait bien mieux que moi. Quand on voit que Airbus s'est associé, au projet OneWeb, investi dans le projet OneWeb, qu'une entreprise comme Sodern a divisé par 100 c'est même plus que 100, non, le coût de ces viseurs d'étoiles pour les adapter à OneWeb. Alors bien sûr pas avec les mêmes performances, mais pour les adapter à un système de constellation et qu'ils l'ont fait très vite, que vous faites tous maintenant des pièces avec imprimante 3D, vous faites du lean management,
les choses ont évolué finalement assez rapidement une fois qu'on a levé cet obstacle culturel. Il ne faut jamais sous-estimer le côté culturel des blocages. Vous parliez d'un concurrent américain, mais aujourd'hui, vous en avez un réel et un qui arrive à l'horizon 2020-2022. C'est le projet de Jeff Bezos. Non? Vous êtes sur le New Glenn, vous êtes Non, on prend Jeff Bezos très au sérieux. Je crois que le passé a montré qu'il ne fallait pas sous-estimer la concurrence. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que ça prendra un peu plus de temps, très honnêtement. 2020-2022, ça me paraît un peu ambitieux, mais il y aura très certainement Jeff Bezos. Contrairement à Elon Musk, à ce stade, c'est lui qui investit dans son lanceur, puisque... À titre personnel. À titre personnel, hein, on sait que Musk a mis, enfin en tout cas c'est ce qui, là encore, est écrit dans les journaux, une centaine de millions dans SpaceX, et il y a près de 10 milliards fournis par l'État américain, et c'est pas une critique, hein, c'est factuel, alors que Bezos a visiblement mis beaucoup d'argent dans cette opération. On regarde ça naturellement de très près, il travaille avec méthode, mais voilà, bon, oui, nous sommes dans un monde où il y a des concurrents, bon, c'est ainsi... Donc ça fait partie des données et il y en aura peut-être d'autres et ça nous pousse à être toujours meilleurs. Il faut qu'on soit toujours un peu plus fort qu'on ne l'était. Certainement, mais vous n'êtes pas dans un mass market. Donc à chaque fois que vous perdez un client ou qu'un nouveau concurrent arrive, c'est un problème concurrentiel à régler. Oui et non, parce que qui aurait pu penser qu'il y a 2 ans, à l'été 2015, Arianespace allait signer 21 lancements pour OneWeb. Ça n'était jamais arrivé. Donc l'avenir n'est pas écrit. Il va se passer des choses qui vont tous nous surprendre et que je ne connais pas plus que vous aujourd'hui. Et si tous ensemble, l'industrie réduit les coûts d'accès à l'espace, on peut imaginer qu'il y aura un marché qui aura sa dynamique. Donc, encore une fois, c'est aussi au moment où il y a beaucoup de nouveaux acteurs qu'on a signé le plus gros contrat du transport spatial commercial. Ce n'était pas arrivé qu'Arianespace signe 21 lancements d'un coup avec un acteur privé. Certainement. Bon. Si on avait pensé plutôt aux satellites pour l'accès à Internet, on n'aurait peut-être pas des zones blanches ou des zones grises en France aujourd'hui. Au lieu de dire que la fibre va aller partout, même au fin fond des montagnes, moi qui suis grenobloise, je peux vous dire que non, c'est pas vrai, c'est trop cher. Donc on a aussi des lobbying qu'il faut que on n'a pas vu ces solutions complémentaires. Les collectivités locales, les régions ont un intérêt à utiliser le spatial pour un tas de développement et d'applications qu'on ne connaît pas suffisamment. Là aussi, je pense qu'il y a un effort culturel à faire pour qu'on connaisse bien mieux la diversité des applications du spatial. Si vous le permettez, M. Israël, je voudrais une précision de votre part sur le nouveau lanceur indien. 3 tonnes 5, 4 tonnes en orbite GTO. L'ISRO est un de vos gros clients. Vous avez lancé 20 GSAT. Bon. Est-ce que vous vous dites que les prochains, vous en avez encore 1 ou 2 dans votre backlog, les prochains, c'est pour le GSLV Mark III? On a 2 satellites à lancer encore pour l'ISRO, GSAT 17 et GSAT 11. GSAT 17, c'est le prochain lancement d'ailleurs, le 28 juin. Et ensuite, cela dépendra de la masse des satellites de l'ISRO. Il est certain que jusqu'à 3,5 tonnes, 4 tonnes, ils iront progressivement vers le Mark III. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, l'ISRO aura peut-être des satellites qu'on appelle les gros satellites, pour lesquels Ariane sera éligible. Mais oui, à terme, l'Inde lancera ses satellites. C'était inscrit et écrit. Maintenant, encore une fois, peut-être que la masse des satellites va grossir plus vite que le lanceur, donc ça ne va pas être non plus totalement immédiat et automatique. Mais cela fait partie du même constat. C'est vrai que des clients peuvent à un moment avoir la capacité de faire eux-mêmes. Et puis je ne sais pas, Alain peut peut-être en dire un mot. Il peut y avoir des partenariats industriels. Enfin, on peut réfléchir aussi à la façon dont on joue dans ce nouveau terrain de jeu. Je voulais surtout réagir sur le fait qu'il semble naturel que parce que effectivement il y a le GSLV Mark III, l'Inde va se servir de son lanceur. Il faudra peut-être que ça soit naturel aussi en Europe, comme Mme Fioraso l'a évoqué tout à l'heure.
Donc c'est un axe extrêmement important sur lequel les choses sont en train d'évoluer sous l'impulsion de la France, mais également sous maintenant l'impulsion de la Commission européenne. Les choses sont en train d'évoluer parce qu'il faut faire le même raisonnement que celui que vous venez de faire, à savoir que l'Europe est en train de développer Ariane 6 et Vega C, une nouvelle famille très cohérente, très complémentaire de lanceurs pour l'Europe, et l'Europe va lancer ses satellites avec ses lanceurs. Je pense qu'il faut aussi qu'on se mette en Europe dans ce schéma de pensée qui semble évident lorsque l'on parle des Américains, des Chinois ou maintenant des Indiens, comme vous venez de le faire. Un des éléments clés de l'équilibre économique d'Ariane 6, c'est justement ce sont les lancements institutionnels. Or, en Europe, il y a assez peu, objectivement, de lancements institutionnels. Quand on regarde bien, et on y travaille avec la Commission européenne, avec l'Agence spatiale et les agences nationales, il est tout à fait possible d'imaginer 5 missions européennes confiées à Ariane 6 et 2 missions européennes confiées à Vega C par an à partir de la prochaine décennie. Il y a des programmes nationaux français, à la fois pour les communications et l'observation, même chose en Allemagne, même chose en Italie. Il y a des programmes de missions scientifiques à l'Agence spatiale européenne, et il y en aura encore dans le futur. On parle déjà d'un projet Athéna pour 2027 ou 2028. Il y a Galileo, il y a Copernicus, qui sont des programmes de la Commission européenne, qu'Ariane 5 et Ariane 6 vont lancer, que Vega C va lancer également. Et l'objectif que nous avons fixé, mais après avoir étudié la question quand même, de 5 missions pour Ariane 6 et 2 missions pour Vega C par an, est un objectif qui semble tout à fait réalisable au début de la prochaine décennie. Politiquement, ce sont des objectifs connus, puisque dans les ministériels, pour réussir les ministériels de Luxembourg, je m'étais méfiée après celle de Naples, où on avait tout suspendu pour pouvoir arriver à débloquer la situation. Donc on avait fait, c'est un peu staccanovis, on avait fait 4 ministériels informels auparavant pour le préparer et faire en sorte que Luxembourg soit un succès pour Ariane 6. Et on a évoqué ces chiffres de 5, mais vraiment comme un plancher. Donc c'est connu. Je veux dire, les politiques, les États membres connaissent cela, et il faut que ça devienne une décision politique pour le coup de l'Europe. Et peut-être là aussi, en termes de mission institutionnelle, peut-être qu'il y aura à l'avenir davantage de satellites pour la défense et la sécurité, même au niveau européen. Peut-être que, comme Geneviève Fioraso l'a rappelé, on investira davantage aussi au niveau public dans les satellites pour la connectivité. Donc, il n'est pas dit que les ambitions européennes, entre guillemets, s'arrêteront. Et c'est déjà très bien qu'elles en soient là, à Galileo et à Copernicus. Et moi, je veux souligner à quel point les planètes sont alignées en ce moment pour ces achats institutionnels. La France a toujours été moteur, et elle est aujourd'hui plus pro-européenne que jamais. L'Italie, étant le prime de Vega, est extrêmement motivée par cette perspective. En Allemagne, on sent un écho favorable. Et la commissaire Bieńkowska et le vice-président Šefčovič se sont fortement exprimés en ce sens. Et naturellement, l'Agence spatiale européenne a toujours été un avocat de cela. Donc il y a, pour rester dans la métaphore spatiale, une fenêtre de tir. Et nous comptons bien nous mobiliser pour que d'ici la fin de l'année, cela puisse prendre le plus possible la forme d'un engagement derrière nos 2 lanceurs. Parce que s'il n'y a pas cet engagement, il ne peut pas y avoir d'exploitation soutenable d'Ariane 6 et de Vega C. Très bien. Y a-t-il une... Oui, au fond. Un micro au fond. Ensuite, monsieur. Pas de micro ? Ça va peut-être pas être nécessaire. Vous m'entendez ? Oui. Vous ne voulez pas parler de votre concurrent SpaceX, je suis désolée, mais je vais y revenir. Par rapport à toute cette pub qu'ils font autour de leurs lanceurs réutilisables, comment vous situez-vous ? Je vais peut-être, Alain complétera. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, les projets de réutilisation sont au cœur du projet de SpaceX. Donc, ça n'est pas un scoop, et nous n'avons pas attendu qu'il récupère puis qu'il réutilise pour le savoir. Il est dans sa feuille de route. Ensuite, la réutilisation est d'autant plus intéressante qu'on a beaucoup de lancements à faire, d'une part, et des profils de missions différenciés, ce qui est le cas des perspectives de marché de SpaceX. Et peut-être aussi fait-il sa constellation pour donner un rationnel économique à ce projet.
Et encore une fois, nous avons jugé avec nos clients institutionnels et privés qu'il fallait aller le plus vite possible vers un nouveau lanceur à partir de briques technologiques que nous maîtrisions, parce que quand vous n'en maîtrisez pas les briques technologiques, c'est strictement impossible d'aller rapidement. Donc ça, c'est le projet Ariane 6. Mais encore une fois, ce n'est pas la fin de l'histoire. Je me permets peut-être de passer la parole à Alain de ce point de vue-là. Oui, effectivement, juste un point complémentaire, parce qu'il faut aussi regarder quelles sont nos forces en Europe et pas simplement regarder ce que nous faisons, bien évidemment, les forces des concurrents. Nous avons quand même en Europe deux technologies que ne possède pas l'américain que vous avez évoqué, la propulsion solide et la propulsion cryogénique. Et ça nous permet quand même, avec 6 moteurs au total pour Ariane 64, d'avoir une performance qui soit le double de celle du Falcon 9. Et ça, c'est un gain de compétitivité absolument majeur, puisqu'avec un seul lanceur, nous aurons 2 clients, je parle des clients cette fois-ci de satellites GTO, nous aurons 2 clients qui sont très contents d'avoir un lanceur neuf pour lancer leur satellite en même temps, plutôt que d'avoir un neuf et un lanceur d'occasion. Donc c'est un facteur de compétitivité que possède l'Europe, et il faut le dire et le répéter, ce sont des technologies qui ont été développées au fil des années sous l'impulsion du CNES, de l'Agence spatiale européenne, et bien sûr de l'industrie. Bon, ensuite, petite anecdote, je présente dans certaines conférences, on a retrouvé, je crois que c'est la couverture de Sciences et Vie d'octobre 79, c'était avant le premier tir d'Ariane 1, qui était à Noël 79. Cette couverture de Sciences et Vie, elle montrait déjà Ariane 5 avec une navette Hermès. Ce qui prouve que nos glorieux anciens étaient capables, avant même d'avoir fait le premier tir d'une Ariane, déjà à imaginer l'évolution numéro 5 d'une Ariane. Bon, ça nous a un petit peu manqué dans les années 2000 parce que nous avons eu des contraintes de retour en vol d'Ariane 5, des contraintes budgétaires, etc. Mais nous avons déjà maintenant repris ce que nos anciens ont fait et ce qui a été à l'origine du succès de l'ensemble de la famille d'Ariane. Nous sommes en train d'avoir une feuille de route qui prépare l'au-delà d'Ariane 6. Quand je dis une feuille de route, c'est pas du papier, c'est pas de la pub, pour reprendre votre mot, madame. C'est du concret, c'est un accord, là aussi, à la ministérielle de fin d'année dernière pour développer un démonstrateur d'un nouveau moteur liquide, réutilisable, bas coût, pour Ariane 6 ou les lanceurs qui suivront Ariane 6, moteur dont les premiers essais auront lieu en 2020 et qui sera disponible pour équiper un lanceur à partir de 2030, soit pour un étage principal, soit pour un étage supérieur de lanceur. Donc nous aurons effectivement une évolution vers le réutilisable en concevant un moteur d'abord, parce que c'est par là que tout commence en matière de lanceurs, puis ensuite en concevant des lanceurs qui vont permettre effectivement d'atteindre une baisse de coût au-delà de la baisse d'Ariane 64 grâce à la réutilisation. Mais je rappelle quand même un dernier mot, pour réutiliser, il faut déjà tirer. Et donc on revient aussi sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la taille du marché, les lancements institutionnels, qui permettent effectivement d'avoir au moins une certaine base de départ d'un certain nombre de lancements, ce dont bénéficient effectivement nos concurrents, notamment américains, un marché captif, des lancements institutionnels nombreux, ce qui leur permet ensuite, évidemment, de réutiliser les lanceurs pour le marché commercial. Juste une précision avant que je passe la parole à monsieur. Il y avait monsieur d'abord ici, sur la droite, je crois. Stéphane Israël, le marché est très calme, tant pour vous que pour vos concurrents cette année. Et aussi bien pour les constructeurs de satellites. Personnellement, j'ai relevé 2 contrats, un Inmarsat et un GSAT. Oui, c'est ça. C'est plus ce contrat qui a été confié à la Chine par. Oui, mais c'est peut-être un contrat politique. Enfin, qui aurait pu être un contrat ouvert et qui il n'était pas ouvert celui-là. Il s'est refermé en tous les cas. Et donc moi je considère que c'est un événement par rapport à la concurrence sur le marché commercial malgré tout. Et effectivement, l'an dernier a été une année calme. Notre sentiment, c'est que nos clients sont en train d'ajuster leur stratégie à ce que va être le grand booster de la prochaine décennie, c'est la connectivité. Et on sent que nos clients sont en train de faire leur choix stratégique entre ceux qui misent plutôt sur le GTO
comme Viasat ou Eutelsat que nous venons de lancer avec des satellites extrêmement puissants en orbite qui couvrent des zones géographiques et qui peuvent effectivement faire de la connectivité mobile ou fixe. Ceux qui misent plutôt sur les orbites intermédiaires, et c'est le cas de SES qui a racheté O3B, ou ceux qui misent sur les orbites basses, et c'est le cas de la constellation OneWeb, et on sent qu'il y a un moment un peu de réflexion de nos clients par rapport à ce que sera leur choix stratégique pour ce marché plein de promesses de la prochaine décennie. Bon, après, l'année n'est pas terminée, on en est au premier semestre. On sait traditionnellement qu'il y a beaucoup d'affaires qui se débloquent, ou beaucoup plus d'affaires qui se débloquent ou débouclent au deuxième semestre qu'au premier semestre. Donc nous allons voir, mais on ne peut pas contester que depuis 18 mois, effectivement, nous sommes sur un marché assez calme, mais encore une fois, avec des perspectives de croissance pour la prochaine décennie. Sachant que nous, Ariane Espace, on a 50 lancements à faire, donc on ne va pas chômer dans les prochaines années, quoi qu'il arrive. Ça, on peut le dire, on a au jour d'aujourd'hui 50 lancements tout ronds à accomplir avec nos 3 lanceurs dans les prochaines années. Votre prochain lancement, c'est une Vega? Alors, notre prochain lancement, c'est le 28 juin, c'est une Ariane pour Inmarsat et pour l'Agence spatiale indienne. Et le 1er août, pour les agences françaises, italiennes et israéliennes, un Vega. Ce sera le 10e lancement de Vega. Deux questions pour M. Charmeau. Je me présente Alain Boudier, 3AF, Commission Sigma. Au niveau d'un rétex, pour autant que vous le sachiez, le rétex sur la récupération de la fusée de Elon Musk, excusez-moi. Est-ce que vous avez eu des retours d'informations? Ça, c'est la première. Et la deuxième, si vous pourriez nous rappeler le lancement le plus lourd réalisé par Ariane 5 en GTO. Merci. Monsieur Charmeau, je décode la question. Est-ce que vous avez des amis dans les services secrets américains avec lesquels... En information blanche, je précise, personne n'est naïf ici, vous le savez bien. Non, nous suivons effectivement par les informations ouvertes, sauf qu'on a la capacité avec les ingénieurs qui sont les nôtres et les équipes commerciales d'Ariane Espace peut-être d'analyser l'information qui est ouverte, et nous suivons tous nos concurrents régulièrement. C'est pour ça, je le rappelle, on découvre Jeff Bezos, il a créé sa société, je crois que c'était en 2000. Mais bon, certains découvrent effectivement que M. Bezos investit dans l'espace. Bon, ça fait 17 ans qu'il a créé sa société avant SpaceX. Donc nous les suivons, et le retour que j'ai, c'est que ça marche, oui. Écoutez, ça marche, ça a marché, ça va marcher, ça va se développer. Maintenant, le retour que nous n'avons pas, c'est effectivement l'équilibre économique de l'opération. Le développement a coûté relativement peu cher, puisqu'il a astucieusement utilisé des lancements de la NASA avec des charges utiles plus faibles que la capacité d'emport, ce qui lui a donc permis de développer la réutilisation avec des frais relativement limités. Cela dit, il y a quand même eu des investissements réalisés, je ne les connais pas. Nous ne connaissons pas la santé économique de la société, donc c'est très difficile de savoir effectivement faire un retour. Comme on l'évoquait tout à l'heure, il n'y a pas un prix, mais en fonction des considérations de marché, les prix évoluent en gros dans un coefficient 2, en fonction des clients. Donc c'est quand même extrêmement difficile de tirer des conclusions très précises. En ce qui concerne la deuxième question, donc nous avons battu la charge utile record d'Ariane 5 une fois de plus lors du dernier lancement. Alors je dirais une bêtise, j'ai peut-être le chiffre ici, mais je crois que nous sommes à 10 tonnes de charge utile en orbite de transfert GTO. Alors là aussi, il faut être extrêmement prudent dans les comparaisons. C'est quand un certain nombre de chiffres sont annoncés par Falcon 9, ils ne sont pas forcément sur la même orbite que l'orbite traditionnelle qui était celle lancée par Ariane 5. Et donc, la plupart du temps, il faut que le satellite fasse un petit peu plus de chemin quand il est lancé par Falcon 9 que quand il est lancé par Ariane 5. C'est pour ça qu'il faut être très prudent sur
les chiffres qui sont annoncés. Et c'est pour ça que je dis Ariane 6, comme Ariane 5 d'ailleurs, fera le double de la performance de Falcon 9 dans des conditions bien évidemment comparables. Et ce qui compte, c'est la masse de satellites arrivée en orbite géo et non pas dans une orbite GTO-, GTO+, ou une orbite spécifique. En performance, on peut... Non, en transfert géostationnaire, on ne peut pas aller jusque-là, mais on peut gagner quelques centaines de kilos si effectivement on demande aux satellites de faire une partie du chemin. Vous avez noté que vous devez essayer d'avoir des amis au sein du Trésor américain aussi. Il y a la Cour des comptes américaine qui fait des publications régulièrement. Michel Cabirol. Oui, bonjour, Michel Cabirol de la Tribune. Avec la montée en puissance de Bruxelles et de la Commission européenne, est-ce que vous avez l'impression que enfin la préférence européenne va émerger ? Oui, enfin Stéphane l'a dit, les choses sont en train de bouger. Alors, est-ce que ça s'appellera préférence européenne, Buy European Act, ou je ne sais pas quel sera le vocabulaire qui est retenu, mais à la fois dans le document sur la stratégie spatiale européenne qui est sorti, je crois, au mois de septembre l'année dernière, septembre, et également dans un document du Conseil européen qui est sorti tout récemment, nous voyons des phrases, des ambitions, des engagements pour aller dans ce sens-là à des conditions compétitives. C'est ce qui nous différenciera quand même, une fois de plus, de certains Américains, c'est que nous nous engageons à des prix compétitifs pour nos institutionnels européens. Il y aura une fin au lancement par Rocotte, oui, rapidement. Sur cette action européenne, moi j'avais même proposé dans le rapport rendu à Manuel Valls en juillet 2016 qu'il y ait un investissement européen et une appropriation par l'Europe du centre spatial de Kourou. Qu'on en profite pour, non pas requalifier parce qu'il est très qualifié, mais pour, je trouve que le mot anglais, le mauvais mot là, le refurbisher pour... moderniser, moderniser et réorganiser aussi de façon plus intégrée et plus rationnelle le centre spatial de Kourou, et on avait proposé un projet Euroc 25 pour essayer de faire quelque chose un peu de rock'n'roll, voilà. Tout est toujours rock'n'roll avec l'Union européenne, souvent. Mais non, disons qu'on avait essayé de faire un projet dynamique, sérieusement, pour que l'Europe s'approprie pleinement justement les fondements d'une stratégie spatiale, c'est-à-dire le lanceur, avec la préférence, peu importe comment on l'appelle, et puis également le centre spatial. Et la commissaire a été assez sensible à ça, et elle l'a amorcé dans son document sur la stratégie spatiale européenne. Je pense qu'elle ne pouvait pas aller plus loin, mais c'est un message qui a été reçu en tout cas, et qui je l'espère, va évoluer. C'est un sujet très sensible en France. Oui, mais les sujets sensibles ne font pas peur. S'ils sont sensibles, c'est qu'il y a un enjeu. Voilà. Je veux dire, parce que c'est un vivier d'économie potentiel. Oui, mais la peur n'efface pas le danger. Ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même soumis à une compétition internationale extrêmement forte. Il faut savoir si on veut faire évoluer les choses ou pas. Après, il faut trouver des équilibres. Il ne faut rien faire de brutal. Ce qui a été fait pour arriver au consensus sur Ariane 6. Mais il ne faut pas fuir le sujet sous prétexte qu'il va générer des tensions. Sinon, il faut renoncer à faire de l'industrie. Stéphane Israël. Non, sur le financement par la Commission européenne, c'est, me semble-t-il, une demande traditionnelle de la France, au-delà des rapports de la Cour des comptes. L'Europe, et il est d'autant plus justifié que la Commission européenne et l'Union européenne vont être le premier utilisateur institutionnel du port spatial européen. Il est justifié au regard des pratiques de nos concurrents. Et effectivement, nous souhaiterions que parmi les financements publics au sens large, il puisse y avoir une forme de participation de la Commission et de l'Union à cette grande infrastructure de souveraineté dans un territoire périphérique de l'Union. Elle coche toutes les cases, donc pourquoi ne pas y aller? Et comme l'a dit Geneviève Fioraso, à la fois dans la stratégie qui a été présentée par la Commission à la fin de l'année, puis aujourd'hui au Conseil compétitivité, il y a quelques jours, on retrouve la volonté d'avoir des achats d'Ariane et de Vega,
et de participer au financement d'infrastructures, peut-être d'ailleurs au pluriel, hein, nous verrons bien, spatiales, d'infrastructures spatiales. Donc je trouve vraiment que la Commission européenne donne des impulsions qui vont dans la bonne direction. Je vous remercie tous les trois. Nous allons nous arrêter là. Si vous souhaitez poursuivre le sujet, à 16h, il y a un panel sur Bruxelles, nouvelle puissance spatiale. Voilà.